Bonsoir à tous et bienvenue à mon tout premier journal du 20h sur YouTube. Alors, je m'excuse d'avance du problème technique de la semaine dernière que j'ai trouvé vraiment déplorable. Face à 4 mois de travail pour ce journal sur YouTube, j'ai pu voir une charge de travail encore normale, mais une charge par contre de problèmes techniques impressionnantes derrière mon dos, tels que le son et l'image qui n'étaient pas coordonnés, ce qui fait que le journal a dû se couper au bout de seulement 7 minutes. J'ai trouvé ça bien triste face à tout le travail que j'ai mené derrière. C'est pour ça que dès minuit samedi, j'ai décidé de me délocaliser en ce vendredi 3 novembre 2023 aux abords de cette départementale 927 entre Pithiviers-le-Viel et Pithiviers pour vous présenter enfin mon journal du 20h. Mais avant tout, voici les titres de ce vendredi 3 novembre 2023. La tempête est donc maintenant en Italie, en Toscane plus précisément. Elle a fait 3 morts la nuit dernière, des hôpitaux sont sous les eaux et Florence et Pise sont particulièrement touchés. Le fait maison, 9 ans déjà que ce symbole existe. Pourtant, peu de restaurants l'affichent face à leur vitrine. C'est pour ça que le gouvernement veut mettre dès 2025, une nouvelle réglementation, le non fait maison, pour préciser aux clients s'ils mangent ou pas du surgelé. Et ça risque de faire baisser le chiffre d'affaires des restaurants. Autre sujet aussi, nous parlerons de la rubrique un peu d'histoire. Nous nous sommes rendus dans Cavazos pour vous expliquer comment le débarquement en Normandie à quelques mois des 80 ans est expliqué à l'aide de musées. Et sérieusement, ça vaut le coup d'y aller. Et puis aussi prochainement au cinéma, de nombreux films que chaque année vous attendent. Vous attendez avec impatience. Ils viennent de différents pays et ça, on vous présentera les dernières bandes annonces qui viennent d'arriver. Et puis nous terminerons aussi par le trajet du Tour de France qui va être emprunté par les cyclistes du 29 juin au 21 juillet 2024 et il change des autres années, notamment par une arrivée à Nice au lieu de Paris en raison des Jeux Olympiques 2024. Donc la tempête qui s'est déroulée il y a moins de 2 jours en France est maintenant en Toscane, en Italie. Elle a fait de nombreux dégâts, notamment donc à Florence, à Pise, où il y a eu en tout 5 morts. Alors des hôpitaux sont sous les eaux et de nombreux dégâts sont à déplorer. Voici en quelques images les conséquences de la nuit dernière. Sous le regard impuissant des habitants, une rue devenue torrent et des véhicules emportés les uns après les autres. Le bruit des tôles qui s'entrechoquent et de l'eau qui dévale. Nuit de cauchemar au nord-ouest de Florence, noyée sous les eaux du fleuve Arno et de ses affluents. Vue du ciel, voici ce matin la campagne et les usines toscanes inondées. 2 mois de pluie en 2 heures. Par endroits, le niveau de l'eau est monté brutalement de 4 mètres. Les habitants ont à peine eu le temps de se réfugier dans les étages élevés. Je suis monté, j'ai vu toute cette eau et j'ai compris que c'est le fleuve qui débordait. On a été pris de court. L'état d'urgence est déclaré en Toscane. Dans ces rues où sont échoués véhicules et meubles en pagaille, le nettoyage a commencé dès la fin des précipitations et le début de la décrue. De telles inondations, c'est du jamais vu depuis 2 siècles selon les autorités. Les riverains sont encore abasourdis. On est sans lumière depuis hier soir. On n'a pas de frigo, pas de téléphone. On espère que quelqu'un va venir nous aider. Pour l'instant, personne n'est venu. Cette voiture, celle-là, tout ce qu'il y a dans le garage, il faut tout jeter. Et on n'a même plus d'eau courante. 3 hôpitaux ont été inondés à Pise et Florence. L'alerte aux précipitations et au vent fort reste en vigueur jusqu'à 18 h. Certaines communes appellent la population à éviter de sortir. Maintenant, retour en France, particulièrement en Bretagne, où donc la tempête vient de passer officiellement, même si, alors que le travail de déblaiement est en cours, il faut faire attention à une nouvelle tempête qui aura lieu dès demain. Perchés à 15 mètres du sol, les 3 hommes du groupe d'intervention en milieu périlleux évoluent lentement. Sous leurs pieds, le toit à nu d'un hôtel, 10 mètres carrés de plaques de zinc se sont envolés. Ils doivent bâcher rapidement, car dans quelques heures, la tempête Domingos amènera pluie et vent sur le littoral des Côtes d'Armor. Il faudra que tu te développes, donc dresser et développer, pour qu'on puisse s'amarrer après en partie haute dessus.
60 interventions sont prévues dans la journée, uniquement autour de la ville de Lannion. Là, il y a des tôles qui menacent encore de partir. Donc là, ça va être de sécuriser justement ces tôles-là et éviter, avec la pluie qui va arriver samedi, de continuer à dégrader la bâtisse, quoi. La propriétaire de l'hôtel assiste impuissante à ce spectacle impressionnant et pense déjà à la nuit prochaine. En espérant que ça va tenir. Ça, on verra ce week-end, ce qui reprévoit du vent ce week-end, je crois, 80. Ouais. Avec la toiture arrachée, il y a des trous et dès qu'il pleut, ça coule. Et là même, il pleut plus et ça coule. Et voilà. Ça, donc, quand même dans les terres, mais ça peut devenir problématique pour les étages, en fait. Ce secteur a particulièrement été touché par les intempéries. À 2 rues de l'hôtel, un arbre bloque encore la route. Les branches sont venues briser cette fenêtre à l'étage de la maison de Jacqueline Le Goff. J'avais heureusement du scotch large que j'ai mis, comme ça, en consolidant, en empêchant cette petite partie, heureusement, qui est trouée, et ça empêchait l'eau de revenir. Si jamais ça casse parce qu'il y a trop de vent, là, je ne réponds plus de rien. Une inquiétude partagée par tous les habitants, encore marquée par le passage de la tempête Ciaran. Comme je vous l'ai dit en début d'édition, mon journal de la semaine dernière s'est très mal passé. C'est pour cela que j'ai décidé de le délocaliser en ce vendredi 3 novembre 2023 aux abords de cette départementale 927 à la traversée de Pithiviers à Pithiviers. Cette départementale 927, que je vous précise, s'est avérée être un point noir pour la sécurité routière, enregistrant une moyenne de 15 accidents par an au cours de ces 5 dernières années, des accidents tragiques qui ont malheureusement entraîné 5 décès et 20 blessés graves, suscitant une grande préoccupation des régions, donc de l'État. C'est pour ça que la départementale 927 en particulier est un point notamment pour des nouveaux radars dernière génération, un endroit au moins pour les utiliser, pour les essayer, mais surtout un endroit utile face au nombre d'accidents qui aujourd'hui amènent à installer une police régulière aux abords de cette route et notamment aussi à la création de nombreuses pistes cyclables, un sacré budget mais qui vaut le coup face au nombre d'accidents entre les cyclistes et les piétons sur cette départementale. 9 ans déjà, il est très peu utilisé dans les restaurants. Pourtant, en 2025, au plus tard, le gouvernement veut l'imposer. Le non fait maison, ce symbole qui pourra signifier si vous mangez du surgelé ou pas dans un restaurant. Certes, ça pourrait faire baisser le chiffre d'affaires d'un restaurant, mais en contrepartie, ça pourrait faire comprendre ce que vous mangez vraiment dans votre assiette. Un reportage de la rédaction de France 2. Préparer, cuisiner des aliments soi-même, éviter les produits transformés. C'est l'enjeu du label Fait Maison, peu mis en avant par les restaurants et pas toujours bien compris. Alors faudrait-il plus de clarté sur ce label? Aujourd'hui, le Fait Maison est une demande des clients. Si on va au restaurant et c'est pour manger surgelé, je vois pas l'intérêt au fait. Lorsque l'on mange des plats industriels, on mange des produits qui ont été transformés, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais ce label, affiché fièrement sur le menu de ce restaurant, est très peu connu du grand public. La vision qu'ont eu les restaurateurs, c'est qu'il était très confus. Et pour les clients, il était très confusant. Si on ne savait pas qu'est-ce qui était fait maison, pas fait maison. Alors de temps en temps, vous aviez la marmite avec le toit, mais pas la marmite avec le toit. C'était perdu. Un label qui existe pourtant depuis près de 10 ans, assez complexe. Il faut cuisiner des produits bruts et sur place au restaurant. Quelques exceptions, certains aliments surgelés, comme les légumes crus ou le poisson par exemple, sont acceptés. Ce n'est pas le cas pour les produits transformés. Mais y a-t-il beaucoup de produits préparés dans les restaurants? Selon les professionnels du secteur, sur 175 000 restaurants, 54% proposent en partie du fait maison, 4% entièrement. En caméra cachée, nous nous rendons chez ce grossiste alimentaire. Ici, tout est prêt à l'emploi, mousse dessert ou encore ces pizzas. Un restaurant nous confie que les aliments transformés sont monnaie courante dans la profession. Même les frites, il y en a plein qui disent fait maison, qui sont achetés directement, c'est des sauces aussi, déjà découpées. La plupart des qui disent fait maison, tout est acheté. Faut-il un cadre plus strict? C'est ce qu'envisage le gouvernement, avec une nouvelle mention obligatoire précisant à chaque fois quel plat n'est pas fait maison. Mise en place prévue fin 2024, des contrôles seront organisés par la répression des fraudes pour vérifier la bonne application de cette mesure par les restaurateurs.
Zéro artificialisation d'ici 2050, voté il y a peu. Il va falloir arrêter de bétonner la France. Près de 56 000 hectares sont à chaque fois détruits chaque année pour laisser place à du goudron, à des usines et autres. Et aujourd'hui, il est temps de penser à notre avenir. Et donc, de nouvelles mesures sont mises en place chaque année pour laisser place à la verdure à la place du goudron. Un reportage de Nathalie Boissé de la rédaction de France 2. Alors qu'il y a encore 50 ans, chaque nouveau lotissement était basé sur du goudron pour faire les déplacements. Aujourd'hui, il est temps d'enlever ce goudron et de laisser place à la nature pour faire circuler l'oxygène, mais aussi pour penser à notre avenir. Pour produire, se loger, consommer, les Français occupent toujours plus d'espace. 57 000 hectares de nature disparaissent chaque année au profit du béton. Aujourd'hui, l'État dit stop à l'artificialisation des sols, machine arrière toute. Plus facile à dire qu'à faire dans certaines communes. Dans l'Essonne, le Coudray-Monceau arrive en 3e position des villes ayant le plus construit depuis 2009. Une immense zone industrielle à la lisière des champs, mais aussi des logements. Ce lot-là a été livré en début d'année 2023. La maire dit n'avoir pas le choix. Chaque ville doit posséder 25% de logements à loyer modéré. Aujourd'hui, on est à 23% de logements sociaux sur la ville du Coudray-Monceau, donc il nous manque 2%. Donc il va falloir, ça correspond à peu près à 105 logements, qu'il va falloir construire pour pouvoir respecter la loi des chiffres. D'ici 2050, dans le cadre du dispositif zéro artificialisation nette, l'État demande à la ville de ne plus goudronner, à moins de renaturer une surface équivalente. Pourtant, c'est bien l'État qui a revendu ce terrain de 4,5 hectares à un promoteur souhaitant en faire un entrepôt logistique. La mairie aurait préféré un nouveau quartier avec des logements et surtout des espaces verts. Construire une usine complète sur 4 hectares, du moins, c'est un peu ridicule. Donc nous, l'intérêt, c'était vraiment de redonner de la verdure, des parcs, des lieux de vie et pas artificialiser les sols avec du béton. Limiter l'artificialisation des sols, c'est pourtant une urgence. Dans toute la France, les paysages ont profondément changé depuis le milieu du XXe siècle. Au Grau-du-Roi, en Camargue, la population et la ville ont explosé sous l'effet du tourisme. Le port du Havre s'est étendu pour devenir une plaque tournante du commerce international. En région parisienne, les champs autour de Cergy ont peu à peu été grignotés par le béton. Ces clichés sont le fruit du travail de l'Institut de l'information géographique et forestière, l'IGN. Grâce à l'intelligence artificielle, il pourra même désormais cartographier, avec des couleurs distinctes, la nature du sol, surface agricole, goudron, forêt, pour suivre au plus près la bétonisation de la France. Il s'agit d'éviter, si vous voulez, un peu ce qu'on appelle le syndrome de la grenouille, c'est-à-dire que de se laisser un peu déborder par des phénomènes sans les avoir mesurés. Et tout d'un coup, on se réveille et on se rend compte que c'est la catastrophe. Et donc l'intelligence artificielle, elle nous permet d'être très réactifs, de suivre quasiment en continu ce qui est en train de se passer. L'artificialisation engendre une perte de biodiversité, mais rend aussi les sols plus vulnérables aux inondations et réduit leur potentiel de captage de CO2. Alors comment réduire concrètement la part du béton ? À Rissorangis, au sud de Paris, ce quartier a été construit en lieu et place d'une friche industrielle et militaire de 20 hectares. C'était des fonciers artificialisés, déjà urbanisés. Plutôt que de faire de l'extension urbaine sur des terres agricoles, on a plutôt décidé de résorber nos friches. Et le maire a d'autres projets, notamment celui de renaturer 2 km de berge de la Seine. Sur cette portion, il n'y aura plus de goudron, mais des espaces de promenade et de baignade. Les élus disent ne vouloir désormais construire que sur des sols déjà abîmés par l'homme. Les autres, les plus fertiles, seront préservés. Dans ces jardins familiaux, par exemple, cet ingénieur étudie les propriétés du sous-sol. Ça, ce serait un bon exemple de sol à préserver, car c'est un sol profond, riche en matière organique qui va être capable d'assurer la production végétale et qui est aussi un habitat pour la biodiversité conséquent. On y a trouvé beaucoup de vers de terre. Un travail qui devrait permettre de bloquer certains projets immobiliers menaçant la biodiversité. Rubrique un peu d'histoire. À quelques mois des 80 ans du débarquement en Normandie qui a secoué l'histoire du Calvados en particulier, la région de la Normandie a depuis ces événements adapté auprès du public en racontant avec précision ces événements avec des objets et témoignages représentatifs.
Un reportage de Nathalie Boissé. Bonjour, pour le journal du 20h, je me suis rendu en Normandie, plus précisément dans le Calvados, pour vous présenter ces dernières heures qui se sont déroulées pendant la Seconde Guerre mondiale, comment elle est expliquée aujourd'hui à l'aide de mémorials ou autres lieux. Mardi 6 juin 1944, à l'aube, l'opération Neptune se déroule sur 5 plages normandes. À l'ouest, Utah et Omaha sont attribués aux Américains, à l'est, Gold et Shoal aux Britanniques et Juneau aux Canadiens. Des parachutages permettent de sécuriser les flancs des secteurs du débarquement. Au soir du jour J, la tête du pont de Utah s'étend jusqu'à Sainte-Mère-l'Église, tandis que la situation reste précaire à Omaha. Les troupes anglo-canadiennes ont pénétré jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres, Bayeux étant en vue, mais la progression vers Caen est stoppée. Depuis de nombreuses années, chaque pays qui a combattu à la bataille de la Normandie a son mémorial. Je me trouve actuellement dans un lieu symbolique de la Seconde Guerre mondiale. Ici se trouve le musée mémorial des Américains. Sur près de 70 hectares, ce sont près de 9800 soldats qui sont enterrés sous nos pieds, dont 1600 sans nom. C'est un lieu emblématique, mais c'est grâce à eux qu'ils ont marqué l'une des plus grandes batailles qui a eu les plus grandes conséquences sur la guerre. On peut avoir l'émotion de percevoir les conséquences de la bataille de Normandie par le très célèbre mémorial américain. Il s'impose avec le nombre de stèles dépassant tout ce que l'on peut voir et leurs monuments qui dépassent la hauteur que l'on ressent. De nos jours, la bataille de Normandie est adaptée à l'aide de musées retraçant la plus grande bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale. Sous les bombes alliées, la population normande est restée profondément marquée par les terribles bombardements alliés de l'été 1944. 13 villes normandes sont bombardées le 6 juin afin de désorganiser la défense allemande. Les frappes se multiplient les semaines suivantes jusqu'au bombardement du Havre début septembre. À eux seuls, les bombardements aériens sont responsables de la mort de 12 000 personnes, soit 60% des civils de la bataille en Normandie. Depuis les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, la France a décidé de remémorer ces soldats qui ont combattu et qui nous ont donné la vie d'aujourd'hui, en créant par exemple différents mémorials, que ce soit ici ou encore dans d'autres pays, là où les conséquences ont été dramatiques. Entre la nuit du 5 au 6 juin 1944, à quelques heures du débarquement en Normandie, un parachutiste a malencontreusement chuté sur une église, à Sainte-Mère-l'Église. Depuis, elle en a fait sa référence et depuis, elle en fait des cérémonies et du business avec lequel elle vit. Alors que la guerre est sur le point de se terminer, la Normandie fait face donc à ces nombreux bombardements que vous avez pu découvrir dans le reportage. Par exemple, nous pouvons citer ce port artificiel au fond qui a été construit en seulement quelques jours avec des blocs de plus de 20 000 tonnes. En fait, on peut aussi apercevoir les quelques représentations qui ont été fondées pour les 75 ans de la guerre. Et puis aussi, ils ne travaillaient pas aux 35 heures, bien plus, puisqu'ils investissaient à fond, puisque les ennemis détruisaient tous les ponts. Ils ont construit une sorte de des passerelles provisoires pour transporter donc les chars et autres véhicules au cours de la guerre. Mais tout ça, il y en a encore des vestiges. Churchill implique que c'est le début de la fin. Le 25 juillet, les divisions américaines lancent l'opération Cobra et percent le front allemand au sud de Saint-Lô, tandis que les Anglo-Canadiens ouvrent la route vers Falaise. La guerre de position cède à la guerre de mouvement et le 30 juillet, Avranches est libéré. Falaise l'Est le 17 août, après avoir repoussé une dernière contre-attaque allemande à Mortain, les Alliés se déploient pour prendre au piège les troupes allemandes en plein vol. Les musées sont en partie construits aux abords des plages pour pouvoir remémorer la mémoire de ces nombreux soldats qui ont combattu lors de ces dernières batailles qui ont eu beaucoup de conséquences, telles que les musées qu'on trouve ici qui sont rénovés sans arrêt pour pouvoir ouvrir encore plus d'images. En bilan, partis de la nuit du 5 au 6 juin d'Angleterre vers les 5 places du débarquement, les Alliés sont venus libérer l'Europe occidentale. Pendant les 3 mois de combat qui suivront, ce sont près de 19 890 civils qui perdront la vie. Au total, 87 000 soldats seront tués et 300 000 seront blessés. Les cimetières militaires en témoignent de nos jours.
Des dizaines de villes et villages ont subi de terribles destructions. La Normandie reste profondément marquée par cet été 1944. C'est pourquoi de nos jours, chaque année le 6 juin est organisée en Normandie une très grande fête dans chaque village pour célébrer cette bataille qui a été décisive pour la Seconde Guerre mondiale. Prochainement, au cinéma, vous attendent de nombreux films comme chaque année, tels que Avatar ou Top Gun en 2022, on peut citer, ou encore Barbie et Mission Impossible en 2023. D'ailleurs, je vous informe, pour ceux qui aiment bien Mission Impossible et qui ont vu la première partie au mois de juin, eh bien la deuxième partie qui était prévue pour le 26 juin 2024 a été repoussée d'1 an, donc en 2025, à cause de la grève des scénaristes, qui est certes déjà arrivée, mais cette fois-ci est inédite à Hollywood. Donc, voici les prochains films qui vont arriver au cours des prochains mois. On va pouvoir citer Wonka au mois de décembre ou encore la suite des 3 Mousquetaires sortis en avril dernier. Bonne annonce. Prochainement dans le salle de cinéma, découvrez la suite d'un grand film sorti en 2005. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je m'appelle Willy Wonka. Je suis une sorte de magicien. Préparez-vous à être bluffé par une théière. Alors que ses inventions ne marchent pas, il décide de créer un chocolat qui change toute son image. Pitié, m'obligez pas à le redire. Et de chocolatier. Il fait les meilleurs chocolats du monde. Où? Il est doué. Trop. J'ai une idée. On fait quoi alors? Du chocolat, bien sûr. Sauf qu'il... Je crois que c'est l'heure de changer le monde. Découvrez aussi la suite des 3 Mousquetaires. Le premier était sorti en avril dernier et le second, nommé Milady, sortira le 5 décembre prochain. Je sais que c'est vous qui l'avez enlevé. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaire, vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Découvrez aussi un nouveau biopic sur le grand personnage de l'histoire de France, Napoléon. Attendez. À l'âge de 87 ans, son réalisateur défie toute concurrence avec son biopic hors du commun. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en second. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau et je l'ai placée sur ma tête. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. À qui est ce pays? Napoléon, c'est à découvrir au cinéma à partir du 22 novembre prochain. Et puis finissons en beauté avec un film comédie, Chasse gardée, qui sortira le 20 décembre prochain au cinéma avec Chantal Latsou par exemple. Vous pouvez pas empêcher les gens de se promener dedans. C'est rien ça. Bonjour. Ouais, parisien. Vous savez, on n'est plus parisiens, hein? On a emménagé là. Ça change tout. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. C'est génial. Bonjour. À la campagne, c'est pas comme dans les grandes villes. On est solidaires. Désolé. Ne vous inquiétez pas parce que la chasse, c'est mi-septembre, mi-février, donc c'est pas non plus... 5 mois? Puis février, c'est un petit mois. Hein. Bon, tout le monde est là? Le mot d'ordre, c'est la sécurité. Compris? André, merde!
J'appelle mon père. Il sort les fusils, on sort le bazooka. Votre problème, c'est que vous avez quitté les fous de Paris pour les tarés de la Ça sont pas rien. Ils ont mis du maïs dans le jardin, les enfoirés, pour les attirer. Dégagez! Attendez, c'est pas une servitude, ça c'est un terrain de chasse. Si je vous l'avais dit, vous l'auriez acheté? Bah non! Eh ben voilà! Et puis nous finissons avec... Voilà, c'est la fin de ce journal. Et avant tout, je voulais vous faire passer un message. Je voulais d'ailleurs le faire passer la semaine dernière, mais comme vous l'avez bien compris, un problème technique est survenu. Ce journal, ça fait 4 mois donc que je le prépare, certes même s'il est préenregistré. En ce 23 novembre, il est 11h au moment où je l'enregistre, j'ai envie de faire passer un message à toutes les personnes qui ont contribué à la création de ce projet. Entre celles qui m'ont incité à le réaliser et d'autres qui ont carrément créé avec moi ce projet, écrit. Je vais citer quelques noms, je vais citer Héloïse, Étienne, Céline, Herman, Noah, Maëline, Jean-François, ou encore autres noms voilà, de personnes qui ont contribué. Je remercie encore les personnes qui m'ont accueilli pour la réalisation de ce tournage aux abords de Pithiviers-le-Viel et de cette départementale 927. Voilà, c'est la fin de ce journal et je vous souhaite une très bonne soirée sur France 2, en particulier sur YouTube.